Bonjour. Comme vous le constatez, j'ai terminé mon livre, Le Code de Gladio, en français et en anglais. C'est un beau et gros livre de près de 800 pages, au format large américain. C'est aussi 240 000 mots. Le Da Vinci Code, qui était déjà un gros livre, en comptait 140 000. Le mien fait donc 100 000 de plus. C'est une longue lecture. Vous pouvez actuellement trouver le Code de Gladio sur Amazon, au format papier et au format e-book, Kindle, à 10 euros. Le Code de Gladio est donc mon histoire, avec Gladio, mais c'est surtout la leur. Qui est réellement Gladio? C'est ce que je vais tenter de vous résumer ici. Le résumé de mon livre parle notamment de Dieu. Ne vous bloquez pas là-dessus. Ce résumé, ce livre, cette histoire, s'adresse à tous, quelle que soit leur religion, qu'ils soient ou non croyants. Seulement, comme dans le Da Vinci Code, la religion chrétienne est l'un des personnages importants de l'histoire, de celle du livre, mais aussi de notre histoire. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a 2000 ans, Dieu nous envoyait ses prophètes et leurs disciples. Jésus était l'un de ces prophètes, comme était Mohamed, Jean le Baptiste et beaucoup d'autres. Ils avaient mission de nous donner, notamment, une religion, une foi et ses valeurs. Cependant, l'homme a fait un peu n'importe quoi de ces religions. Le but était surtout pour certains d'instaurer un pouvoir religieux ayant notamment le droit de vie ou de mort sur les chrétiens et de massacrer ceux qui n'étaient pas ou pas assez. L'Église chrétienne s'était créée sur ce principe et ce n'était pas le désir de Dieu. Au XIIe siècle, les chevaliers des Templiers formaient l'armée de Dieu. Ils protégeaient les chrétiens se rendant à Jérusalem. Ils avaient ensuite découvert à Jérusalem que Marie-Madeleine était en réalité la femme de Jésus et qu'elle avait eu de lui 2 enfants. L'Église considérait alors Marie-Madeleine comme une prostituée, sans lien formel avec Jésus. Pour l'Église, Jésus était le Fils de Dieu, il était donc divin et ne pouvait dès lors avoir ni femme ni enfant. Cela était faux, et c'était un important mensonge de l'Église. Les Templiers étaient donc rentrés d'urgence en France pour rechercher cette descendance de Jésus et la protéger. Mais à cette époque-là, ce genre d'objectif pouvait être qualifié d'hérétique et mené à la mort. Les Templiers avaient donc imaginé différents moyens pour cacher leur but et leur secret. C'était à cette époque-là qu'avait pris naissance cette légende du Saint Graal, recherchée par les Templiers et par tous les autres pouvoirs et chevaliers de l'époque. Le Saint Graal était, selon la légende, une coupe dont Jésus se serait servi lors de son dernier repas avec ses disciples. La même coupe aurait ensuite servi le lendemain à récolter le sang du Christ lors de sa crucifixion. Selon la même légende, cette coupe donnerait à son propriétaire d'immenses pouvoirs. Nombreux étaient donc ceux qui recherchaient cette coupe pour avoir ces pouvoirs. Mais tout ceci était faux. Il n'y avait jamais eu de coupe. Et ce fait était repris dans une très célèbre peinture de Léonard de Vinci. Ces dernières décrivaient le dernier repas du Christ. Et lors de celui-ci, il n'y avait pas une seule coupe. Aucun récipient pour boire. La Bible non plus ne décrivait aucune coupe lors de ce repas. Bref, lorsque les Templiers recherchaient ce qui pouvait avoir contenu le sang du Christ, ils cherchaient en fait la descendance du Christ. Celle-ci aussi portait le sang du Christ. Le Saint Graal était donc un choix judicieux. Par contre, la peinture de Léonard de Vinci montrait très bien que lors de ces derniers repas, la présence de Marie-Madeleine à la droite du Christ, ce que la Bible ne mentionnait évidemment pas. Les Templiers vénéraient donc Marie-Madeleine, mais ne pouvaient en aucun cas prononcer son nom. Les Templiers construisaient et finançaient à cette époque de nombreuses églises et cathédrales, dont la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ils essayaient donc autant de fois que possible
d'y laisser une trace invisible de Marie-Madeleine. C'est ainsi qu'étaient apparues dans les églises les Vierges noires, portant un enfant, ayant dans leurs mains une sphère. C'était le même principe que pour le Saint Graal, quelque chose qui pouvait représenter la Vierge Marie, mais qui ne l'était pas. C'était Marie-Madeleine. La cathédrale Notre-Dame de Paris avait aussi sa Vierge noire, mais elle avait été colorisée au Moyen-Âge et repeinte en blanc ensuite. Elle est toujours là aujourd'hui et il s'agit bien de Marie-Madeleine. Le 13 octobre 1307, une grande partie des Templiers avait été massacrés par l'Église pour hérésie. Leur secret avait toutefois subsisté et avait été transmis aux francs-maçons 300 ans plus tard. Cependant, les Templiers n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils comptaient bien revenir pour révéler la vérité. À nouveau, 300 ans plus tard, juste après la Seconde Guerre mondiale, les pays occidentaux avaient besoin de se créer, en Europe, une armée secrète. L'objectif était de se défendre des Russes, du communisme, et d'empêcher une troisième guerre mondiale. Cette organisation, militaire et secrète, avait pris naissance au sein de l'OTAN en 1947 et elle avait pris le nom de Gladio, glaive en italien. Ils avaient d'ailleurs le glaive pour symbole. En réalité, comme pour le Saint Graal et les Vierges noires, ce Gladio cachait tout autre chose, de bien plus important, le retour des Templiers. L'armée de Dieu. Cette fois, ils avaient bien l'intention de révéler la vérité, même si leur plan allait prendre 80 ans. Ils devraient d'abord prendre une forme que leur ennemi apprécierait, celle d'organiser pour ces derniers des opérations faux drapeaux, afin de manipuler leur population. Les opérations faux drapeaux consistent à attaquer sa propre population tout en faisant croire à un ennemi ou à une cause qui en réalité n'existe pas. C'est évidemment un crime, en plus d'être de la manipulation. La manipulation, c'est ce que faisait aussi l'Église depuis ses origines pour asservir la population. Les Templiers, alias Gladio, allaient donc aider les gouvernements en prenant la forme d'une division de l'OTAN. C'était aussi une excellente façon pour les Templiers de montrer plus tard à ces populations comment leur gouvernement les avait trahis. Tout en continuant ces opérations faux drapeaux pour les gouvernements, Gladio devait préparer la phase suivante, la dénonciation. Pour cela, il leur fallait 2 hommes, de la même origine et se connaissant particulièrement bien. L'un se ferait passer pour le chef de Gladio, l'autre le dénoncerait avec les informations reçues du premier, mais en ne sachant pas qu'il dénonçait les activités de Gladio. Ces hommes furent choisis à leur naissance, même peut-être antérieurement. Ce futur dénonciateur qui allait révéler la vérité, ce fut moi. Le second était le second personnage de mon livre, le haut officier, chef de Gladio. Dès mon enfance, j'allais apprendre qui était Dieu et être orienté vers l'informatique. C'est en effet du codage et du décodage. C'est ce qu'il me fallait comme formation pour comprendre ce que Gladio avait l'intention de me transmettre. Je devais avoir un esprit logique. L'informatique fut donc ma direction. Mais dans mon enfance, je rencontrais aussi des problèmes liés à mon cerveau, dont les médecins ne comprenaient pas l'intense activité. Cela allait m'exempter du service militaire, mais aussi me créer des problèmes de stress importants et d'origine inexpliquée, ainsi que des évanouissements réguliers. Quant au haut officier, il voulait dès son enfance devenir un Zorro des temps modernes. Déjà adolescent, il n'aimait pas l'autorité, quelle qu'elle soit. De petit bandit, à l'adolescence, il allait faire sa carrière au sein de l'armée et de la police. En 1990, Gladio avait déjà réalisé un certain nombre d'opérations terroristes pour le compte des gouvernements en Europe. Tout le monde avait appris l'existence de Gladio, et l'Europe décidait alors de dissoudre Gladio le 22 novembre 1990. C'était le but poursuivi par Gladio,
Il pouvait ainsi continuer de travailler pour les États aux opérations faux drapeau, tout en n'existant plus, ou du moins de manière officielle. C'était d'ailleurs en 1991 que j'ai dénoncé le premier crime, célèbre en Belgique, l'affaire Stéphane Stenier, dont j'avais eu connaissance par les auteurs eux-mêmes. Cependant, mon interlocuteur était le haut-officier, qui évidemment n'avait rien fait de ma dénonciation. Je venais seulement de réussir mon examen de dénonciateur pour Gladio. À partir des années 2000, Gladio avait imaginé un plan pour me lier à toutes leurs opérations faux drapeau. Ils allaient prendre les grands moments de ma vie pour agenda, et donc planifier des opérations en fonction de mon existence. Je m'en rendrais compte plus tard, mais cela allait signifier que toutes ces opérations avaient en fait la même origine. La première de ces opérations fut le 11 septembre 2001. Mon ex-épouse et moi avions eu des jumelles au Maroc le 2 août 2001 et nous étions rentrés en Belgique le 11 août 2001. Cela avait donné lieu à cet attentat contre les tours jumelles un mois plus tard, à Manhattan. C'était en 2008 que commençait réellement cette histoire. Je ne connaissais pas encore ni l'existence de Gladio, ni la relation entre Gladio et le haut-officier. Toutefois, à cette époque, le haut-officier me forçait de travailler pour le crime organisé, autrement dit Gladio, et me transmettait ses idées terroristes. Je ne comprenais pas que ces idées terroristes étaient fausses et destinées à me manipuler. Je dénonçais tout cela à partir de la mi-avril 2009. Il voulait vraiment que je le prenne pour un terroriste et c'était très réussi. C'était la méthode classique des Templiers. Le Saint Graal et les Vierges Noires n'étaient pas non plus ce qu'ils étaient censés être, mais je faisais bien ce qui était attendu de moi. De 2010 à 2014, j'avais été exfiltré, protégé et formé par Gladio, dont je ne connaissais pas encore l'existence. Toutefois, je continuais de dénoncer tout ce que j'apprenais. Je ne savais pas qu'il s'agissait de ma mission, d'autant que plus je dénonçais, moins les autorités belges et étrangères réagissaient, malgré des preuves que Gladio lui-même me fournissait. Deux choses les empêchaient de répondre à mes dénonciations. A priori, pour ces autorités, il s'agissait de Gladio, donc de l'OTAN, et personne ne peut s'attaquer à l'OTAN. La seconde, c'est que si c'était Gladio, cela supposait que les demandeurs de ces opérations étaient les États eux-mêmes. Gladio ne travaillait pas pour son compte. Comme en 2001, les attentats de Paris en 2015 ainsi que ceux de Bruxelles en 2016 correspondaient chez moi à d'importants déplacements et à des mails reçus du haut-officier. J'avais la certitude d'être lié à ces attentats, en plus du fait que ceux-ci avaient tout l'air du complot. Cependant, je ne faisais pas encore le lien entre mon existence, les emails et les attentats. Mais ayant un important dossier terroriste entre les mains et commencé en 2008, je décidai alors de tout dénoncer, notamment à la presse. C'était à cette occasion que je choisissais un nom d'auteur, Marc Delantre. Je pensais réellement avoir imaginé ce nom tout seul. J'aurais pourtant dû me rendre compte de sa signification. Marc de Lantre signifie marque de la maison du diable, bref, de Gladio. Je n'avais pas cherché cela, ni avant, ni après. J'avais immédiatement adopté ce nom sans me poser de questions, notamment sur sa provenance. J'informai ma mère, en août 2016, que j'avais commencé à dénoncer officiellement des opérations terroristes, ainsi que mon lourd dossier. Gladio interrompait alors toutes leurs opérations, et 7 mois plus tard, Gladio faisait mourir ma mère. 2 mois après sa mort, ils reprenaient leurs activités. Donc pendant 8 mois, Gladio ne s'était plus manifesté pour que je n'ai pas l'occasion de parler à nouveau de ma mère, de ses opérations terroristes. À ma mère, de ses opérations terroristes.
Cela aurait pu bloquer définitivement tout le plan de Gladio. Vous comprendrez pourquoi en lisant ce livre. Ma mère était sortie de l'équation et Gladio pouvait donc se remettre à ses opérations faux drapeau. Ils avaient alors créé sur mon serveur Internet un signal, le signal de Gladio. Avec celui-ci, Gladio allait signer toutes les opérations terroristes en temps réel, minute par minute. Cela allait être le cas pour toutes les opérations terroristes de cette époque, en Europe, aux USA et en Russie. J'avais même eu l'occasion de prévenir de 10 d'entre elles. Malgré tout, jamais une seule autorité me demandait l'origine de mes informations. La première de ces opérations, signée sur mon serveur, avait été l'attentat de Manchester, le 22 mai 2017. Je n'avais pas encore connaissance de l'existence de Gladio, mais j'étais persuadé que c'était lié au haut officier. J'avais donc averti par écrit et par téléphone les autorités belges qu'un attentat allait avoir lieu. Ils n'ont rien fait de cette information. Je dénonçais chacune de ces opérations et signatures sur mon serveur, en vain. Je pouvais relier toutes ces opérations entre elles par des points communs, parfois même idiots. Mais les autorités ne voulaient pas faire ces liens. Les attentats n'arrêtaient pas et les autorités cachaient ces liens, alors que Gladio voulait justement les faire apparaître. J'avais compris que j'étais le messager d'un groupe apparemment terroriste, dont je ne connaissais pas le nom, mais bien le chef. Celui-ci ne manquait pas une seule occasion pour me le faire penser et pour relier ces événements à lui. Je ne pouvais plus compter le nombre d'opérations et de morts. Je ne comprenais pas que j'étais manipulé, comme l'étaient ces terroristes sur le terrain, que les autorités qualifiaient souvent de déséquilibrés. C'est le 16 octobre 2017 que Gladio allait me faire connaître son nom, tout en assassinant le même jour une célèbre journaliste à Malte. J'avais donc un nom, Gladio, un historique sur Wikipédia et des témoignages sur cette organisation. Je pensais avoir compris, mais je n'avais rien compris. Gladio faisait comme avec le Saint Graal, cela cachait la vérité. Je pouvais dès lors dénoncer de plus belle, puisque j'étais devenu le messager de Gladio, l'apparente branche de l'OTAN. Leurs opérations n'arrêtaient plus, et comprenaient alors les principales tueries de masse aux USA, les infanticides et autres crimes massifs, ainsi que beaucoup d'autres choses. C'est en septembre 2018 que Gladio allait me faire comprendre le plus important de cette histoire. Tous ces terroristes tueurs de masse et tueurs de famille étaient en réalité tous sous contrôle mental. Gladio les manipulait comme des pantins. Il pouvait transformer n'importe qui en tueur en une fraction de seconde. Il m'en avait fait la démonstration à plusieurs reprises. Il pouvait demander à un homme qui n'avait jamais piloté d'avion d'en démarrer un à Seattle, de décoller et de faire des acrobaties comme un professionnel, pour finir par se suicider avec l'avion. Il me faisait de multiples démonstrations, toutes signées sur mon serveur. Je comprenais que Gladio était aussi derrière la rédaction de mes propres rapports. Il voyait et entendait ce que je voyais ou entendais. Il pouvait me faire mal à n'importe quelle partie de mon corps en une fraction de seconde. Il me donnait des visions et me faisait entendre des voix pour m'aider à comprendre. Ils ajoutaient cela au signal de Gladio et observaient si je finissais par comprendre. J'étais absolument convaincu de cela, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Ils avaient tout fait pour me faire croire aux implants. Je me croyais alors super implanté, mais je me trompais. Ils voulaient surtout que je le pense. J'étais parfois au milieu de nulle part aux Philippines, loin de toute connexion, et j'étais toujours connecté à eux. Ils bougeaient le signal de Gladio en fonction de ce que je faisais et de mes déplacements. Je ne comprenais pas que ces implants n'existaient pas, que l'homme ne pouvait pas faire tout cela. Les targeted individuals, ces personnes attaquées à distance, par contrôle mental, sont des milliers. Ils s'échangent des infos sur des implants, des technologies ou des projets américains qu'ils croyaient responsables de ce contrôle mental.
Je le croyais aussi. Mais tout cela était faux. C'était typiquement la manière de Gladio d'inventer une autre vérité pour que la population ne cherche pas plus loin. Ils avaient commencé cela avec le Saint Graal, et c'était toujours vrai aujourd'hui. C'était simultanément à cette découverte sur le contrôle mental que je découvrais alors les manipulations climatiques, selon la technologie HAARP. Gladio venait alors de donner naissance à un ouragan qui allait terminer sa course en Floride sur le siège du site internet publiant tous mes articles. HAARP était décrit sur le web, mais pas comme une arme. En fait, ces informations sur internet n'expliquaient rien. Les gens lisaient « modification du climat » et leur imagination faisait le reste. Gladio devait donner un nom à cette arme, pour que les gens ne cherchent pas plus loin. Gladio voulait que je le croie, et je l'avais cru pendant près d'1 an. Mais je me trompais, car je ne connaissais pas, à cette date, qui était réellement Gladio. Très peu de temps après cela, je comprenais que la principale arme de Gladio pour la destruction était les deux Direct Energy Weapons. Elles pouvaient brûler, fondre, voire volatiliser n'importe quoi. Des photos et des vidéos de ce rayon destructeur ainsi que de ses effets étaient nombreuses et sérieuses. Cependant, on ne voyait jamais l'origine du faisceau, l'arme. À nouveau, le web donnait des photos des pseudo-armes 2 et des pseudo-explications sur leur fonctionnement. Tout cela était faux, surtout depuis un avion. Comme pour les implants, l'homme n'avait pas encore cette arme. Il y travaille, comme arme antimissile, mais depuis le sol et par temps clair. L'imagination de l'homme a fait le reste. Toujours la méthode Gladio pour faire croire à quelque chose qui n'existe pas, mais dont on voit les effets, sans pouvoir fournir d'autres explications que celles de notre imagination. C'était à partir du 15 avril 2019 et l'incendie de Notre-Dame, exactement 10 ans après ma première plainte contre Gladio, que j'allais tout comprendre. Cela avait été d'abord l'anagramme, reliant mon nom, Marc Delantre, à celui de la cathédrale. Cet anagramme avait une résultante en grec ancien, athéo, théoda, contre Dieu, l'Église qui ment, et avec Dieu, celui qui veut restaurer la vérité. Cet anagramme ne pouvait avoir été imaginé que très longtemps auparavant, alors que le grec ancien était toujours utilisé dans la conception des codes. Tout autre nom d'auteur n'aurait pas donné ce résultat. L'incendie avait été causé par des deux, les armes à énergie dirigée. Le rayon blanc était bien visible sur les vidéos et les photos au-dessus de la cathédrale. Mes vidéos sur la cathédrale et l'anagramme avaient alors atteint 1 million de vues au total. Gladio avait officialisé, de manière publique, le choix de mon nom, mais aussi ma relation avec eux, et avec la série du Da Vinci Code. Cette série, et le Da Vinci Code en particulier, décrivait très bien le mensonge de l'Église sur la descendance de Christ. Mon histoire avait également eu de nombreux points communs avec cette série. Le Da Vinci Code était une fiction, soulevant des questions sur la religion chrétienne. Le Code de Gladio est une histoire vraie, qui apporte des réponses. Gladio avait d'ailleurs mis d'énormes moyens en jeu pour me lier au Da Vinci Code. Jean-Pierre Mariel, l'acteur français, était celui de la première scène du Da Vinci Code et l'auteur des anagrammes. Dans le film, il avait été assassiné par l'Opus Dei, mais avant de mourir, il avait dessiné des anagrammes pour sa petite fille, Audrey Tautou, et Tom Hanks. Jean-Pierre Mariel était également mort 2 heures avant que je ne reçoive mon propre anagramme, me reliant à l'incendie de Notre-Dame. Sa mort était supersignée sur le signal de Gladio. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Mais comment avait-il fait? Jean-Pierre Mariel n'avait pas été assassiné, mais il était bien mort à l'initiative de Gladio pour me lier de manière définitive au Da Vinci Code. Qui pouvait décider de rappeler une âme à lui de manière aussi planifiée?
qui pouvait décider d'arrêter un cœur de battre à une heure donnée. C'est quelques jours plus tard que j'apprenais réellement qui était Gladio. C'étaient les Templiers qui venaient de brûler une cathédrale, leur cathédrale, pour les mensonges de l'Église. Je devais être celui qui allait en informer le monde, mais ce n'était pas tout. Peu de temps après, ce fut au tour des volcans de se rallumer les uns après les autres, les tremblements de terre, les énormes problèmes climatiques, etc. Gladio signait tout cela sur mon serveur. Mais le plus extraordinaire était que pour un certain nombre d'entre eux, des vidéos montraient des ovnis au-dessus des cibles, y compris pour l'incendie de Notre-Dame. Gladio, l'armée de Dieu, n'avait rien de terrestre. Elle était au-dessus de nos têtes et dans nos têtes. En effet, je venais alors de comprendre que je n'avais pas d'implant. Personne n'avait d'implant, du moins pas ceux responsables du contrôle mental ou de nos corps. L'interface de contrôle était notre glande pinéale, souvent appelée le troisième œil. La glande pinéale est connue depuis des millénaires, bien avant l'arrivée du Christ, notamment chez les Égyptiens. Mais qui donc a accès à cette glande pinéale? Qui peut rappeler à lui une âme quand bon lui semble? Qui peut tout voir et tout entendre? Dieu. Et Dieu, c'est eux. Et Gladio est son armée, celle des Templiers. Ils sont au-dessus de nous, parmi nous et en nous. J'apprenais alors que j'étais celui qui devait décrire toute cette situation et les mensonges des États et des Églises. Je devais révéler la vérité avant que Gladio n'exécute les ordres reçus de Dieu, celui de réduire la population de la Terre de 50%, avec les moyens dont ils font toujours la démonstration aujourd'hui. En effet, ils estiment que la Terre ne peut plus supporter notre explosion démographique, ainsi que nos mensonges. Ils veulent faire un reset à notre Terre et à notre civilisation, pour ramener celle-ci à ses valeurs de départ. C'est la révélation suivie de l'Apocalypse, ou de la colère de Dieu, décrite dans les Saintes Écritures, et ma mission est de vous en informer. Toutes les théories et rumeurs sur un nouvel ordre mondial par les Illuminati, les familles, etc. sont fausses. Gladio ne fera aucune différence entre les pauvres et les riches, les Illuminati et les autres. Son but est de réduire la population de 50% sous 5 ans. Et personne n'aura de passe-droit. Toutes ces rumeurs avaient été créées pour nous occuper l'esprit, et surtout pour éviter que l'on ne cherche une autre cause. Un célèbre conférencier, Robert Bobdine, n'arrêtait pas de dire que dans certains films, il y avait un message à notre attention. Cependant, il parlait surtout des films liés aux ovnis, sa spécialité en tant qu'ancien militaire. Il avait raison, mais se trompait également. Cela ne concernait pas seulement les histoires d'ovnis, mais bien d'autres choses. Les 5 tomes de la série du Da Vinci Code sont exactement les thèmes de mon livre, le Code de Gladio. Mais c'est aussi vrai pour The Independence Day et le film Catastrophe qui a suivi 2012, du même réalisateur. The Independence Day est notre situation d'aujourd'hui, et 2012 est à peu près ce qu'il est prévu qu'il se passe suite à cette situation et aux catastrophes prévues. La série du Da Vinci Code est une part de l'explication à cette situation. Je pense très sincèrement que Gladio a été derrière ses auteurs comme ils sont derrière moi, pour justement les amener à décrire par la fiction une situation qui va se produire. Et nous y sommes. Ils vont réduire notre population de 50%. C'est l'objet des 800 pages de mon livre, le Code de Gladio, mon histoire depuis ma naissance ainsi que la leur. Ce livre décrit mon long apprentissage et toutes les aventures qu'ils ont pu me faire vivre. Le but était que je finisse par être celui qui doit vous annoncer ces vérités et vous conseiller de prier, car la suite nous sera très pénible. Que Dieu vous protège.